Tiens, là, ça va être bon, voilà. Donc là, normalement, ça a dû revenir. Merci de me confirmer au niveau du chat écrit si c'est revenu au niveau du son d'image. Et s'il vous plaît, quand il y a des coupures, vous pouvez, si vous pouvez, ceux qui ont mon Skype, il y en a beaucoup, hein, je vous le redonne, c'est Fabien Web tout attaché, m'alerter via Skype ou même m'appeler via Skype, etc. Parce que là, par exemple, pendant 5 minutes, je parlais et ça diffusait pas, donc c'est dommage de perdre tout ce temps. Sachant que je fais pas tout le temps de point sur le chat écrit, parce qu'il faut qu'on s'intéresse à divers sujets, etc. Et ouais, n'hésitez pas à m'alerter davantage quand vous voyez que ça coupe, pour que je sois tout de suite prévenu et que je relance en fait. Donc en fait, juste avant, on était en train de parler avec Xtrade des figures harmoniques. On étudie notamment un Bearish Shark. Donc moi je connaissais pas, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont dans ce cas également. Donc je demandais quelques explications et donc là en fait Xtrade, je te demandais à quel moment en fait tu tiens compte du plus haut et tu considères que c'est un plus haut significatif afin de tracer ta figure et donc d'avoir le haut de ton second triangle dans ce cas précis. Alors dans ce cas, c'est d'abord c'est bien confirmé avec autre chose que de l'harmonique, c'est toujours un plus. Or là, il y avait une résistance. Et la résistance tombait pile poil sur un niveau harmonique du Bearish Shark. Et ce que j'attends aussi, c'est un signal en chandelier japonais. Donc on l'a eu. On a eu En une l'occurrence étoile un marteau filante. inversé, ouais. Ouais, ok, étoile filante. Et donc qui se situe au bon moment. Et c'est allié à une paire qui est corrélée, qui est l'OSI, donc la UD-USD. Et lui aussi a fait un Bearish Shark. Donc quand les deux au même moment font des Bearish Shark, moi, il n'y a pas photo, je prends. D'accord, ok. Et au niveau de l'objectif, comment tu le définis? Alors l'objectif, a priori, normalement, c'est les 50% de la dernière vague de hausse, là. Après, le deuxième TP, c'est la base de la figure, donc tout en bas. Et puis le troisième TP, tu laisses couler. D'accord. Et donc tu parles d'un Bearish Shark. Comment tu définis en fait la figure quelle est la spécificité de cette figure harmonique pour qu'on l'appelle justement requin baissier? Eh ben moi, ce que je pense, c'est que tu vois, t'as la tête et t'as l'aileron. Son aileron qui est au-dessus de sa tête. C'est pour ça qu'on fait un plus bas et qu'on va remonter. En théorie, on devrait remonter plus haut que lorsque la figure a commencé. C'est-à-dire que ton plus bas et ton plus haut de ta figure, c'est les extrémités. D'accord, ok, je vois. Alors comment tu traces ça? Est-ce que tu as un outil spécifique sur MetaTrader? Parce que je vois que tu utilises MetaTrader, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as téléchargé? Non, non, c'est entièrement manuel. Tu prends les Fibonacci et puis avec les ratios, ça te fait un enchaînement de ratios qui correspondent. Et à ce moment-là, moi je vais dans triangle, hein, dans forme, triangle, et je relis mes 3 points et puis voilà. D'accord, mais alors en quoi tu as besoin des Fibos? Puisque là, en l'occurrence, tu relis simplement des sommets. Point haut, point bas, point haut, point bas. En quoi tu as besoin des Fibos exactement? Ben, en fait, c'est une utilisation dynamique des Fibonacci. C'est-à-dire que là, dans ton premier triangle, tu relis la première vague baissière qu'on a, tu mets des fibos. Là, tu vas t'apercevoir que ça fait... alors attends, je vais les remettre sur ma... Ça correspond au 78,6 de Fibonacci. Après ces 78,6, tu prends le bas du premier triangle avec Fibo, tu relis sur le haut du premier triangle, et là ça te fait les 161,8 de Fibonacci en objectif, donc qui ont fonctionné. À ce moment-là, on s'est retourné. On en est donc au deuxième triangle. Et à ce moment-là, tu prends ton ancien plus haut que tu as pris, tu le relis au plus bas. Alors ça correspond au 113 de Fibo et au... et voilà. D'accord, ok. Donc, je t'avoue, bon, je vois à peu près le principe, mais c'est pas non plus clair dans ma tête. Toi, comment t'as appris en fait à trader de cette manière? C'est via un site spécifique? Oui, c'est... alors bah, je vais le diffuser. Ok, merci beaucoup, Xred. Alors, sur le chat. Sinon, vous avez des vidéos très intéressantes de Tradingo sur les harmoniques. C'est pas mal pour apprendre.
Ok, ouais, donc Tredingo, le mec de FXM. Là. Alors, donc ça c'était ok. Alors, on va fermer ça. On va reprendre notre position sur Eurodol. Ça bouge un peu sur Eurodol. On a eu une pression acheteuse, on a cassé les précédents plus hauts. On revient sur nos pas. Donc on bloque toujours vers les 1.3237. Donc c'est une zone de zone qu'on a repérée. Donc elle apparaît en bleu. Qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, là donc on a eu une zone d'accumulation depuis plusieurs heures, plusieurs jours même maintenant. C'est une ancienne zone de résistance. Pas une Ouais, Luigi. Ouais. Mais ouais, bah, les cours actuels, c'est aussi une zone glue hein, sur Eurodol quand même. Hein, les 1.32, 36, là je me suis mis en H1, j'ai reculé. Bah, ça a souvent fait office de zone de résistance. Et autrement, bah, c'est un point médian sur lequel on revient très très souvent. Quoi. Dans le passé, là, en tout cas depuis le 29 janvier dernier, c'est vraiment une zone glue également, cette dernière là. Comme on a C'est celle-là, la zone boucle. D'accord. Après, moi, là, je parlais pas spécialement par rapport au FIO, moi, je disais juste simplement par rapport à mon constat. Mais bah, je vais regarder ça de plus près. De toute façon, c'est assez proche, les deux zones. Ouais, ça revient. Ouais, pour moi, voilà, je parlais d'une zone, donc ça va également jusqu'à ce que tu viens d'indiquer. Mais Luigi, donc toi, t'es scalper, hein, si je me souviens bien. Ouais, je fais non, je fais tout quoi. Ah ouais, d'accord. Disons que je fais pas de swing. À ce rythme-là. Pardon? Tu peux parler en heure. En heure? Ouais, bah Non, en fait, c'est de l'humour, mais bon. ouais. Ouais, désolé, j'ai pas compris. Tu vois, au lieu de dire je swing sur 2 jours, tu peux dire je swing sur 48 heures, ça le fait mieux. Ah, d'accord. Tout de suite, c'est plus gros. Ouais, ça paraît plus long, ouais, c'est vrai. Euh, Ouais, si tu peux préciser, Prosper. Ah merde, je croyais que je viens de couper. Non, c'est une blague, le pullback. Ah, ok. C'est la Alors. garde en fait, la pullback. Ah Ah, ben, je sais jamais à qui il parle. alors, il a un angle webinaire, mais il est très intéressant. Alors, on va regarder un peu la suite de ce webinaire. Je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sur le chat écrit s'il y en a. Décider à intervenir sur un marché, quel que soit le marché, c'est de collecter un maximum d'informations. Les informations, c'est primordial. Je sais que j'insiste à chaque fois, à chaque webinaire sur ces informations, mais vous ne pouvez pas rentrer sur un marché financier sans avoir les informations liées. Notamment sur le pétrole, c'est extrêmement important, comme je vous le disais en introduction. Le pétrole est concrètement une matière politique. Vous savez que depuis plusieurs années, vous voulez du pétrole, vous achetez du dollar pour acheter du pétrole derrière. Euh, Forcément, la politique est liée derrière. D'accord. Sachant que nous avons des pays producteurs, nous avons des pays très demandeurs. Pour exemple, le principal producteur Arabie Saoudite, premier demandeur de la planète, les États-Unis pendant des années, pendant des décennies même. Maintenant, la Chine qui arrive en force avec une demande qui explose, ce qui entraîne des mouvements assez spéculatifs. On va pouvoir y venir. Vous avez par exemple dans le fait de collecter des informations, notamment les informations qui sont tombées la nuit dernière, vous avez pu suivre que le Nikkei est reparti à la hausse, enfin a poursuivi sa hausse, pardon. Euh, mais c'est une reprise due à la crise japonaise que nous avons eue il y a quelques temps, qui n'est pas terminée. Mais on a surtout une crainte des investisseurs quant à une hausse des taux des Chinois qui
l'ont encore annoncé la nuit dernière. Ils n'ont pas annoncé qu'ils allaient augmenter leur taux, comme ils le font à chaque fois, mais ils demandent à leur banque d'augmenter leur réserve de liquidité. En général, quand ils le font. Alors, on m'entend mal. Excusez-moi, je coupe. Alors, je vais voir si je peux augmenter le son. Je pense que c'est peut-être mon matériel qui ne pourra pas faire mieux. Ou alors, je vais essayer de parler plus fort, Paola. Vous me dites si vous m'entendez mieux quand je parle plus fort. Je vais essayer d'être moins timide, même si je ne suis pas quelqu'un de très timide. Ok, très bien. Alors, ce que je vous disais, donc, la Chine, la nuit dernière, donc, a demandé aux banques locales d'augmenter leurs réserves de liquidité. En général, quand elle fait ça, dans les semaines qui suivent, généralement en moyenne 3 semaines, elle augmente les taux. Vous allez vous dire que, bien sûr, les Chinois, le fait qu'ils augmentent les taux, c'est un peu bizarre, puisqu'on sait qu'ils veulent avoir une devise très faible face à leurs concurrents US, notamment sur l'Asie, Océan Indien, dans le cadre des échanges commerciaux. Mais l'inflation chez eux est grandissante, hein. Forcément, vous avez un accès au crédit qui est plutôt aisé. Vous avez une forte consommation. Qui dit forte consommation entraîne une hausse de l'inflation. Donc forcément, comme toute autorité monétaire, la Banque centrale de Chine, la Banque populaire de Chine, bien sûr, elle s'appelle comme ça, est obligée, quoi qu'il en soit, d'intervenir sur les taux de sorte à ne pas freiner la croissance. À partir du moment où vous avez une inflation qui galope, vous avez un risque d'avoir un retour à la baisse sur la croissance. Donc, une baisse de la consommation du moins et qui entraînerait forcément une baisse de la croissance. Donc il faut quand même essayer de maintenir le niveau de consommation avec le niveau d'inflation. Donc par contre, la conséquence directe d'une potentielle hausse des taux de la Chine, ben, c'est notamment sur le marché des matières premières. Donc on est typiquement hyper concerné par une éventuelle hausse des taux quand on traite sur la Chine. Quand on traite le pétrole. Une hausse des taux de la Chine, c'est très très important. Pourquoi? Puisqu'on sait que la Chine est actuellement le principal acheteur mondial, d'accord, c'est le principal consommateur de matières premières sur la planète, que ce soit pour le pétrole ou l'or, actuellement c'est le principal. Donc s'ils augmentent leur taux d'intérêt, ils vont forcément resserrer la consommation par les lignes de la nuit dernière et ce matin. On ne va pas parler des stocks de pétrole pour l'instant, on va y venir après, les stocks de pétrole qui sont tombés cet après-midi, les inventaires. Mais vous avez pu observer que nous avions une phase baissière sur le pétrole et notamment sur l'or. Retourne. Mais quand vous regardez le pétrole particulièrement, ne regardez pas que la Chine. Observez aussi ce qu'il est en train de se passer dans les pays producteurs. Les pays producteurs, on va pouvoir l'aborder assez longuement puisque j'y tiens. En ce moment, le pétrole est en phase de rallye sur plusieurs semaines, et notamment depuis le début des révolutions, et notamment avec nos amis tunisiens, dans le pays d'où est originaire Farouk. Vous pourrez le féliciter pour la révolution. Je plaisante, j'aime bien plaisanter. Quoi qu'il en soit, le pétrole, forcément, suit ces marchés-là, notamment, ça a accéléré, le mouvement d'accélération s'est fait, notamment avec ce qui s'est passé en Égypte. Je vais pas expliquer ma stratégie, il y a déjà des gens qui n'ont pas compris l'esprit de quand j'en ai parlé hier. Si éventuellement il venait à y avoir des soucis. Ma stratégie, j'imagine qu'ils vont encore moins capter. Puisque la politique égyptienne était plutôt favorable à la politique américaine depuis plusieurs années et suivait, bon, on sait que l'État américain finançait à hauteur d'1,4 milliard l'armée égyptienne. Le fait C'est quoi un spread? la révolution en branle, enfin, est complètement, ouais, on va pas dire complètement puisqu'il reste toujours les militaires, mais est mis en branle justement la politique égyptienne. On se méfie quant aux repreneurs de pouvoir. On ne sait pas trop pour l'instant qui va vraiment reprendre le pouvoir. L'armée mène la danse à l'heure actuelle, les Américains les soutiennent en ce sens. Pourquoi? Parce que c'est assez dangereux avec Israël à côté, et notamment l'Iran, les conflits que nous avons dans la région. Webinaire de quoi, Fab? Pas que les Iraniens se permettent d'aller bloquer le canal du Suez avec l'appui égyptien, etc. Bon, c'est des phénomènes assez politiques. Mais c'est pas le seul. Vous voyez en rouge, je vous ai noté la Libye et le Bahreïn. La Libye, vous allez me dire, bon, mais la Libye, c'est pas un principal producteur de pétrole. Mais il y contribue, attention, comme vous avez un phénomène, puisqu'il ne faut pas oublier que Kadhafi, même s'il n'est pas très aimé ici en Europe, il ne faut pas oublier que Kadhafi a énormément de soutien dans les pays arabes. Énormément, il est très très soutenu, donc il faut quand même s'en méfier. Il ne faudrait pas voir d'autres pays arabes s'en mêler. Le Bahreïn, je vais insister sur le Bahreïn. Le Bahreïn, c'est très particulier. En tant que trader, vous suivez le Bahreïn. Vous traitez le pétrole, vous suivez le Bahreïn. Pourquoi? Le Bahreïn, c'est un pays composé en majorité de musulmans chiites. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la religion musulmane, mais sachez qu'en tous les cas, l'Arabie Saoudite
est un pays de composition majoritairement Ça sunnite. doit être sur Alors, c'est deux courants de pensée Vidéo Bourse, religieux, Insta. la religion musulmane, d'accord. Ce qui se passe, c'est que les chiites de Bahreïn souhaiteraient avoir une certaine indépendance et bien sûr sont soutenus par l'Iran qui est bien sûr un principal pays chiite, puisqu'en Iran la majorité de la population est chiite. Je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de minorités différentes, si ce n'est les chrétiens maronites, puisqu'il existe encore des chrétiens maronites en Iran. Vous avez vu, je fais un excès de culture quand je vous parle de cette situation-là. C'est pas pour être prétentieux, mais c'est que c'est très important, et c'est vraiment très très important de comprendre un peu les mécanismes, les enjeux qu'il y a dans cette zone de la planète, pour mieux appréhender les phénomènes sur le pétrole. Quand vous avez les chiites qui veulent avoir une certaine autonomie à l'égard de l'Arabie Saoudite, puisque historiquement l'Arabie Saoudite contrôle Bahreïn. Bahreïn, vous savez, c'est une petite île au large de l'Arabie Saoudite, reliée par un pont avec l'Arabie Saoudite. Donc, et c'est tenu par l'Arabie Saoudite. La famille royale saoudienne tient Bahreïn depuis des siècles et des siècles. La particularité, c'est que actuellement, le roi est très très vieux, le roi Abdallah. Le roi Abdallah est très très vieux et a des problèmes de dos. Et les Bahranites se posent la question à savoir qui va succéder à ce roi. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a des gens qui pourraient succéder à ce roi qui ne sont pas très, enfin qui sont plutôt hostiles, on va dire, au mouvement chiite à Bahreïn. Pourquoi? Parce que le roi Abdallah, c'est simple, il ne se posait pas de questions, il se considérait à la fois comme sunnite et chiite, au moins ça a évité les problèmes dans la région, et tout se passait bien, enfin, se passait bien bien sûr, dans les limites du raisonnable, on va dire, puisque les Bahranites, quoi qu'il en soit, souhaitent avoir du pouvoir, un peu plus de pouvoir, ce qui est chose, à mon sens, plutôt normale, mais ça reste qu'une idée qui est la mienne. Les descendants du roi Abdallah sont assez peu favorables à une autonomie des chiites et pourraient faire ce qu'a fait Saddam Hussein, par exemple, aux Kurdes il y a quelques années, c'est-à-dire les écraser massivement. Et vous observerez d'ailleurs, quand vous comparez les situations en Libye et à Bahreïn, ben, c'est que la communauté internationale, alors c'est pas pour émettre une critique, mais vous allez comprendre les enjeux derrière, la communauté internationale s'est fortement intéressée à la Libye, dans le sens où elle a demandé à M. Kadhafi de permettre à son peuple d'avoir une liberté plus grande, d'avoir de la liberté. Il ne faut quand même pas oublier que M. Kadhafi distribue quand même à son peuple. Mais bon, c'est quand même discutable, sachant qu'en plus en Syrie à côté, vous avez un chef d'État qui tire sans limite sur sa population. Enfin bref, c'est un aspect politique. Bon, la Libye, la Syrie ne nous intéresse pas quand nous traitons le pétrole, si ce n'est dans un ensemble. La Libye, contrairement à Bahreïn, vous l'observerez pour en revenir au vrai sujet, c'est qu'en Libye, vous avez les Français qui sont intervenus, les Français avec les Anglais bien sûr qui sont intervenus, bon les Américains de loin, pourquoi les Américains de loin? Parce que les Américains, ce qui les intéresse, c'est plutôt Bahreïn. Alors, à Bahreïn, par exemple, la communauté internationale n'est pas pro-chiite. Alors, c'est pas une histoire de religion, c'est juste qu'avec le gouvernement, enfin la royauté saoudienne, eh bien, les Américains, ils ont un pétrole à leur avantage. Donc, ils vont plutôt aider les Saoudiens, la famille royale saoudienne, à maintenir leur état de force sur Bahreïn, plutôt que le contraire. Tandis qu'en Libye, vous avez eu un phénomène inverse où on veut destituer Kadhafi histoire de récupérer un petit peu de pétrole, mais c'est pas le plus gros pétrole, mais c'est surtout le thon rouge qui intéresse les Français, particulièrement dans la région. Bon, après, c'est un autre débat, on pourra en discuter. Et puis, il faut quand même se poser la question, à savoir pourquoi, dans une zone géographique donnée, on intervient en faveur du peuple, et dans l'autre, on intervient plutôt en faveur des politiques. Voilà, le pétrole, l'aspect pétrole est fondamental. Hein. Si Bahreïn, dites-vous bien, si Bahreïn explose, vous allez avoir un cours de pétrole qui va dépasser les $200 sans aucun problème. Sans aucun problème. Tous les traders qui interviennent sur le pétrole, comme je fais partie, attendent, c'est méchant de le dire, mais attendent éventuellement que ça réagisse à Bahreïn. D'accord? Pourquoi? Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, que soit la situation se calme de manière claire et définitive, à ce moment-là, on jouera un mouvement baissier sur le pétrole, ou alors que la situation explose, et à ce moment-là, on jouera un mouvement haussier sur le pétrole. D'accord? Donc vous cumulez la demande chinoise en forte progression avec une population qui a accès à certaines richesses et qui rentre dans ce que l'on appelle le confort moderne, donc avec les milliards d'habitants chinois. Vous avez les Indiens qui arrivent derrière, il ne faut pas les oublier, les Indiens je ne les ai pas notés, mais il ne faut pas les oublier, qui arrivent à un confort aussi qui est assez important. Vous cumulez ça à
une crise dans les pays arabes qui va se poursuivre dans le temps. Hein. Ce n'est pas la fin des crises des pays arabes, parce qu'on a des populations qui aspirent à la révolution et à la démocratie. Il ne faut pas oublier que dans les pays arabes, la majorité des pays arabes, ce sont des populations. On dirait une sorte de miaou là sur le 1 minute. C'est 25 ans, massivement, qui interviennent Ouais. en sorte d'avoir de la liberté, puis ils n'ont pas de boulot, pas de travail, pardon, on va parler de chômage. Voilà, enfin. C'était quoi ce bruit? Dans les pays arabes, détenteurs de pétrole. Ça s'appelle un chien. Vous cumulez ça. Alors voilà, ça c'est le webinaire, donc vous avez le lien, je vous le remets. Intéressant. Il me semble là, non? Non, non, juste Bat. Après t'enlèves Man. Ouais, bah, faut l'appeler Batman, c'est bien plus drôle. Après le sexe, on s'en fout. À la limite Batwoman. Ah non, c'est Catwoman. C'est la figure en tête de chat, ça. Ah ouais, mince. Ça va pas. C'est quand même une après-midi pas passionnante là. Bah ouais, hein. Bah je suis là le matin mais je fais pas l'émission, je m'occupe du site etc. Donc... Bah fait plutôt l'inverse. À part quand il y a des gros chiffres quoi l'après-midi. Mais... Bah ouais c'est ça le truc en fait. Bon ce matin c'était pas non plus... voilà. C'est vrai oui, belle dynamique sur le NZD-USD, assez franche à la baisse. Pour moi on bute sur la zone 61.8. Figures qui se combinent. Aussi à court terme, bon c'est pas vraiment ça, mais ça reprend l'idée et la psychologie on va dire d'une épaule tête épaule inversée. Donc à savoir on a un premier plus bas, c'est pas beau donc je peux pas, on peut pas parler. Pas de gros chiffres ce soir. Ah peut-être compte courant en Nouvelle-Zélande, 10h45.